Quand deux géants relèvent leurs tarifs, la planète tressaille. Les routes logistiques se déplacent aussi. Les containers changent d'horizon. Et des usines assoupies du Sahel rallument leurs machines. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Et que signifie ce virage pour Ibrahim Traoré et pour la souveraineté productive africaine? Une bascule s'amorce, silencieuse, mesurable, irréversible. Chaque crise mondiale redistribue les cartes. Celle de 2025 a déplacé les routes de richesse. Alors que Washington et Pékin s'enfermaient dans une guerre tarifaire, le Burkina Faso et ses voisins ont entrevu un corridor d'opportunités. Le pari est clair. Transformer la dépendance en puissance et la production locale en souveraineté durable. L'avantage, mesuré en emploi, en chaîne d'approvisionnement raccourcie et en stabilité monétaire, pourrait redéfinir la place du continent dans l'économie mondiale. Mais chaque promesse de prospérité porte un risque symétrique, celui d'un retour du vieux cycle d'exploitation, déguisé en investissement. C'est ici que le leadership d'Ibrahim Traoré devient une variable critique. Son projet de corridor agro-industriel ne se veut pas seulement une infrastructure, mais un manifeste sur la dignité économique. L'Afrique ne demande plus la permission, elle construit sa propre équation. Reste à savoir si le monde est prêt à traiter ce nouveau partenaire d'égal à égal, ou à répéter ses réflexes passés. Le tournant a eu lieu plus tôt qu'on ne l'avait prévu. En l'espace de 30 jours, les exportations africaines non pétrolières ont bondi de 72 à 94 milliards de dollars. Une accélération que les économistes jugeaient autrefois impossible. Ce basculement, discret dans les titres mais profond dans les chiffres, a replacé le continent au centre de la carte industrielle. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré et son équipe ont révélé le corridor agro-industriel du Sahel, un réseau de 6000 km de voies ferrées et de ports destinés à relier 6 nations du bloc AES. Ce n'était pas seulement un projet d'ingénierie, c'était une déclaration d'intention, la preuve qu'un pays enclavé pouvait devenir un nœud de transit continental. Les premières signatures ont suivi, compagnies textiles américaines délocalisant leurs filatures, entreprises européennes installant des raffineries de soja et d'or. Partout, les machines se rallumaient et la promesse de valeur ajoutée locale devenait tangible. Ce réveil n'est pas né du hasard, mais d'une conjonction de contraintes. Les tarifs croissants entre les deux géants, la flambée du coût de l'assurance maritime, plus 22%, et la raréfaction du lithium chinois. Privées de stabilité, les chaînes mondiales ont cherché une nouvelle ancre, et l'Afrique s'est présentée, prête à accueillir. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du transfert. Une crise de confiance au nord engendre une renaissance industrielle au sud. Pour la population, les effets sont déjà visibles. À Bobo-Dioulasso, 4000 ouvriers confectionnent des vêtements autrefois produits à Guangdong. À Niamey, des ingénieurs testent les premières pompes solaires fabriquées localement. Les rues bruissent d'un mélange d'incrédulité et de fierté. Après des décennies d'attente, le travail africain est enfin coté à sa juste valeur. Mais derrière l'euphorie se cache une question restée en suspens. Cette croissance est-elle vraiment africaine ou simplement déplacée? La réponse à ce paradoxe, Ibrahim Traoré s'apprête à la démontrer dans les mois qui viennent. Le changement, souvent, ne se raconte pas avec des statistiques, mais avec des visages. Dans l'atelier de Bobo Dioulasso, Aïcha, couturière depuis 15 ans, travaille désormais sous un toit solaire, alimentant 100 métiers à tisser numérique. Elle dit simplement « Je n'envoie plus mes enfants chercher l'avenir ailleurs ». Cette phrase, plus que n'importe quel graphique, illustre la bascule. À quelques centaines de kilomètres, le technicien Moussa supervise la chaîne de pompes d'irrigation à énergie solaire. Ces machines, exportées vers le sud de l'Europe, sont assemblées à partir de composants locaux. Pour lui, la fierté tient dans un détail. Les cartons d'expédition portent la mention « Made in Burkina Faso ». Ce label, autrefois symbolique, devient une source de revenus stables pour des milliers de familles. Ces micro-histoires dessinent une macro-tendance, un tissu industriel qui se recompose, un capital humain qui se réactive. Les observateurs y voient un changement de paradigme. L'Afrique, longtemps considérée comme
le fournisseur brut, devient architecte de chaînes de valeur. Ibrahim Traoré, dans ses discours, parle d'industrialisation de la dignité, un concept à la fois économique et moral. Et cette dignité commence là, dans le travail visible, mesurable, exportable. Reste à savoir combien de temps cette dynamique peut durer sans soutien logistique ni stabilité financière complète. Mais pour ceux qui, comme Aïcha et Moussa, voient enfin leurs efforts compter, le futur n'est plus un rêve. C'est un calendrier de production. Et ce calendrier, cette fois, leur appartient. Le déclenchement fut brutal. En janvier 2025, les États-Unis doublèrent les droits de douane sur plus de 300 milliards USD d'importation chinoise. Pékin répliqua dans la foulée. Restrictions sur le lithium, les semi-conducteurs et les terres rares. En 30 jours, des chaînes logistiques bâties en 3 décennies s'effondrèrent. Les cargos déroutés s'entassèrent à Singapour. Les primes d'assurance maritime bondirent de 22%. C'est dans ce chaos que Ibrahim Traoré fit passer son idée du stade de projet à celui d'action. Son bureau annonça la mise en œuvre accélérée du corridor agro-industriel du Sahel. 6000 km de rails, pipelines et terminaux reliant 6 pays. Le plan fut signé en mai. Les premières locomotives étaient déjà commandées. L'infrastructure n'était plus une promesse. C'était un symbole. L'apogée survint à la mi-année. Les contrats affluèrent. Des firmes américaines relocalisèrent leurs opérations textiles du Vietnam vers Ouagadougou. Des consortiums européens investirent dans le raffinage d'or et d'huile végétale. Impact AES fixa de nouvelles règles douanières numériques. Le flux de capitaux se déplaça. Pour la première fois, 40% des nouveaux investissements du continent provenaient directement de la recomposition sino-américaine. Sous cette ruée, les chiffres devinrent vertigineux. 8,6 milliards USD de projets signés au seul Burkina Faso. Un record historique. Les usines rouvertes tournèrent à plein régime. Des parcs industriels réembauchèrent plusieurs milliers d'ouvriers. Les économistes parlèrent d'un printemps manufacturier. Les analystes occidentaux d'un pivot silencieux. Puis vint l'onde de choc. Les observateurs, d'abord fascinés, commencèrent à s'interroger. Cette croissance pouvait-elle rester africaine? Les risques étaient réels. Dépendance au capital étranger, fragilité logistique, volatilité des matières premières. Ibrahim Traoré, conscient du piège, multiplia les interventions publiques. Le partenariat, oui. La dépendance, non. Son ton tranché fit écho dans toute la région. Dans les coulisses, un autre phénomène apparut. Les monnaies du Sahel, adossées alors, se stabilisèrent alors que le yuan déclinait. Les indices bancaires locaux gagnèrent en crédibilité. Les marchés découvrirent que la stabilité pouvait venir d'un centre inattendu, mais cette onde de prospérité n'était pas uniforme. Dans certaines zones rurales, les prix agricoles s'envolèrent, rendant la vie plus chère pour les ménages. Dans les capitales, de nouveaux riches apparurent, tandis que les ouvriers continuaient de réclamer de meilleurs salaires. Pour Traoré, ce contraste confirmait l'urgence, industrialiser sans reproduire les déséquilibres du passé. L'histoire retiendra que ce fut la première fois qu'une guerre commerciale mondiale accoucha d'une renaissance continentale. À l'ombre des sanctions et des cargos immobilisés, l'Afrique redéfinissait ses priorités. Produire, exporter, posséder. Et au centre de ce mouvement, le Burkina Faso devenait un laboratoire d'indépendance économique. Cette onde se propageait. Le Mali, le Niger et le Ghana rejoignirent le corridor. Les ports s'adaptèrent. Les exportations montèrent. Et la phrase de Traoré, prononcée à Ouagadougou, résonnait. Nous ne serons plus la note de bas de page du commerce mondial. L'économie, dit-on, ne ment pas. Et les chiffres racontent ce que les discours effleurent. Entre 2024 et 2025, les exportations non pétrolières de l'Afrique sont passées de 72 à 94 milliards de dollars, soit une croissance de 30% en moins de 12 mois. Ce bond ne fut pas diffus. Il s'est concentré dans 6 nations, avec le Burkina Faso comme cœur battant.
Le premier indicateur, la valeur contractuelle, illustre le delta. En 2024, les nouveaux accords industriels totalisaient 8,6 milliards USD pour le Burkina Faso. Un an plus tard, ce montant atteignait 11,2 milliards, soit une hausse de 30%, portée par les filatures textiles, les raffineries d'or et la logistique ferroviaire. Derrière ce chiffre, une réalité simple. Chaque usine rouverte a ajouté entre 1000 et 3000 emplois directs et près du double d'emplois indirects. Le deuxième indicateur, la capacité de production, complète le tableau. Les parcs industriels de Bobo-Dioulasso et de Koudougou ont dépassé 4 de taux d'utilisation, contre 35% avant la guerre tarifaire. Cela équivaut à une augmentation de 45 points de productivité, traduite en 2,4 millions d'unités textiles exportées vers l'Europe en 2025. Ce n'est plus un boom passager, mais un socle économique tangible. Le troisième indicateur, la valeur ajoutée locale, mesure le changement structurel. Avant 2024, moins de 20 des matières premières extraites en Afrique étaient transformées sur place. Aujourd'hui, cette part dépasse 38 grâce à la mise en service de 7 raffineries sous contrôle public partenaire. Ce glissement de 18 points reflète la philosophie d'Ibrahim Traoré. Chaque tonne exportée doit désormais inclure une part de savoir-faire local. Autrement dit, le continent ne vend plus ce qu'il extrait, mais ce qu'il fabrique. Les institutions financières régionales confirment cette tendance. La Banque de développement du Sahel estime que la chaîne industrielle du corridor pourrait générer 600 000 emplois d'ici 2027, si le rythme se maintient. Mais ce scénario repose sur une condition, la stabilité politique et la discipline budgétaire, car la vitesse de la croissance cache une vulnérabilité, la dépendance aux capitaux extérieurs et aux infrastructures portuaires encore limitées. Les observateurs internationaux commencent à ajuster leur modèle. Le FMI note que la part des exportations africaines dans le commerce mondial est passée de 2,8% à 3,4%. Une variation modeste en apparence, mais historiquement inédite. À cette échelle, un demi-point de pourcentage représente plus de 50 milliards USD d'échanges supplémentaires. Et si cette trajectoire se poursuit, le cap des 100 milliards en 2026 paraît désormais atteignable. Pour Ibrahim Traoré, ces statistiques ne sont pas une victoire isolée, mais un signal politique. Nos chiffres ne sont pas des promesses, ce sont des preuves. Cette phrase, répétée dans ses discours, synthétise l'esprit du moment. Transformer la donnée en souveraineté. Mais toute preuve, aussi solide soit-elle, appelle une épreuve. Et c'est précisément ce que la suite de l'histoire va tester. Tout changement majeur divise les analystes. D'un côté, les partisans de l'optimisme affirment que le pivot africain est la correction d'un déséquilibre historique. Produire au lieu de supplier. De l'autre, les sceptiques redoutent un mirage statistique. Une croissance alimentée par le capital étranger et vulnérable au moindre choc logistique. Les premiers s'appuient sur la dynamique interne. Ils soulignent que la majorité des nouvelles usines sont partiellement détenues par l'État et que la main-d'œuvre formée localement capte une part croissante de la valeur ajoutée. Pour eux, l'intégration régionale via le corridor du Sahel n'est pas un slogan, mais une architecture économique concrète. Rail, port, énergie, fiscalité. Leur conviction, la souveraineté se mesure à la proportion de transformation domestique, non à l'origine des investisseurs. Les seconds répliquent par les chiffres. Plus de 60% des financements initiaux proviennent de consortiums étrangers. Ils préviennent qu'une dépendance déguisée se profile, où les profits repartiraient vers le nord sous couvert de co-entreprises. Le risque, selon eux, c'est que l'Afrique devienne un simple maillon low cost de la désindustrialisation asiatique. Un cycle ancien repeint aux couleurs de la modernité. Entre ces deux visions,
Ibrahim Traoré tente une synthèse. Lors du sommet économique africain, il a déclaré « Notre objectif n'est pas d'exclure, mais d'équilibrer ». Cette phrase cristallise le projet. Des partenariats ouverts, mais sous contrat, africains. Chaque signature doit inclure un transfert de technologie, un quota d'emplois locaux et un plan de montée en compétences. C'est la clause invisible du nouveau pacte. Partager la production, pas la soumission. Les résultats préliminaires lui donnent raison. La valeur du capital africain engagé dans les co-entreprises a triplé depuis 2025, tandis que la dépendance aux importations de pièces détachées a reculé de 17%. Loin d'être un rêve, la co-souveraineté productive qu'il prône commence à se mesurer en tonnes, en heures et en salaires. Et pourtant, l'équilibre reste fragile. Chaque pourcentage de croissance doit désormais prouver qu'il n'achète pas la liberté au prix de la vigilance. Le silence s'est brisé. À la mi-2026, le monde découvrit que la révolution tranquille africaine n'était plus un espoir, mais un fait comptable. Les médias financiers titraient « Le corridor du Sahel dépasse 95 milliards USD ». Mais derrière la fierté, une autre vérité surgissait. L'Afrique entrait dans une zone de visibilité, donc de vulnérabilité. Ibrahim Traoré l'avait anticipé. Dans un discours sobre, il avertit. Chaque exportation crée 2 responsabilités, livrer et décider. Son message sonnait comme une mise en garde contre la complaisance, car à mesure que les investissements affluaient, les pressions étrangères reprenaient forme, diplomatique, technologique, numérique. En quelques mois, les cyberattaques visant les systèmes douaniers africains augmentèrent de 40%. Des campagnes de lobbying discrètes s'intensifièrent à Londres, Paris, Pékin. La prospérité nouvelle devenait un terrain de compétition silencieuse. Pour la première fois, le continent devait défendre non pas sa survie, mais son succès. Et dans cette bataille invisible, les lignes de code remplaçaient les lignes de front. Les effets du virage africain se sont matérialisés bien au-delà des feuilles Excel. Dans les nations africaines, la transformation est d'abord sociale. Le chômage urbain a reculé de 12% entre 2025 et 2027. À Ouagadougou, les taxes issues des zones industrielles financent de nouvelles écoles techniques. Les agriculteurs, longtemps dépendants des importations, redécouvrent la valeur du coton et du soja locaux. L'économie n'est plus un horizon lointain, elle est devenue quotidienne. Du côté des dynamiques des diplomatiques sur le plan diplomatique, le paysage s'est renversé. Les visites officielles de Washington et de Pékin se succèdent à un rythme qu'on n'avait plus vu depuis la guerre froide. Les prêts se transforment en co-entreprises, les accords portuaires en participation d'État. Ibrahim Traoré, devant un parterre de diplomates, a résumé la nouvelle équation. Nous commerçons avec tous, mais nous appartenons à nous-mêmes. Cette phrase, reprise dans les éditoriaux, est devenue le slogan implicite du bloc AES. Les nouvelles dépendances dans le domaine numérique, elles, se logent dans la technologie. Les serveurs des douanes, les logiciels de traçabilité et les satellites d'exportation sont souvent codés à l'étranger. Chaque mise à jour logicielle soulève la même interrogation. La souveraineté peut-elle être importée? Les ministres du numérique y répondent par des incubateurs régionaux, formant une génération d'ingénieurs capables de bâtir leurs propres protocoles. Un chantier discret, mais décisif, car la puissance moderne se mesure désormais en lignes de code. Enfin, les conséquences KV, quistes vulnérables, concernent les fractures internes. La croissance rapide a créé de nouveaux inégalitaires, cadres enrichis contre ouvriers stagnants, zones portuaires florissantes contre campagnes oubliées. Dans certaines régions, les tensions sociales ont ressurgi autour de la répartition des bénéfices. Mais au lieu d'émeutes, ce sont les débats publics qui se multiplient. Les citoyens exigent la transparence, pas la charité. Un ouvrier de textile l'a dit, en direct à la télévision. Sommes-nous en train de vendre de l'or ou d'acheter le silence? C'est cette question amplifiée sur les réseaux
symbolise une maturité nouvelle, la démocratie par la vigilance. Ibrahim Traoré en a tiré la conclusion politique. La prospérité sans équité reste une victoire incomplète. Son gouvernement prépare une charte de redistribution industrielle, liant les primes fiscales au respect des salaires minimaux. Le progrès, ici, ne s'évalue plus en milliards, mais en justice. Le futur immédiat du corridor africain se joue sur 3 fronts: la continuité, l'élan ou la rupture. Chacun révèle une part du réel et une part du risque. Les investissements se maintiennent au rythme actuel, autour de 100 milliards USD d'exportation annuelle d'ici fin 2026. Les États du bloc AES consolident leurs infrastructures, uniformisent les taxes et stabilisent leur monnaie par des réserves d'or. L'Afrique conserve son rôle de centre de production émergent, tout en demeurant dépendante des chaînes logistiques mondiales. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré joue le rôle d'équilibriste, préserver l'élan industriel tout en contenant l'influence extérieure. C'est la voie prudente, celle de la croissance sous surveillance. Les réformes internes s'accélèrent. Harmonisation des normes, numérisation des douanes, autonomie énergétique régionale. Les zones économiques spéciales atteignent qu'un de leurs capacités. Les jeunes ingénieurs formés localement remplacent peu à peu les prestataires étrangers. Les exportations franchissent 120 milliards USD avant 2028 et le corridor du Sahel devient une nouvelle route de la soie africaine. Dans ce cas, la souveraineté économique cesserait d'être un discours pour devenir une méthode. L'Afrique ne serait plus le terrain de la mondialisation, mais son architecte. Les tensions géopolitiques se durcissent. Les investisseurs occidentaux se retirent, invoquant les risques politiques. La Chine, isolée, réduit ses lignes de crédit. Les États du Sahel doivent alors financer seuls leurs infrastructures. La croissance tombe sous les 2% et la dépendance revient sous une autre forme. Le surendettement. Ce scénario, Ibrahim Traoré l'évoque souvent comme un avertissement. Ce que nous construisons peut s'effondrer si la confiance s'effrite. Entre ces 3 voies, la recommandation reste constante. Agir sans attendre la certitude. Car le temps industriel ne se mesure pas en slogans mais en mois de production. L'Afrique a déjà franchi le seuil du possible. Elle doit désormais franchir celui du durable. Au-delà des chiffres et des contrats, la révolution du Sahel prend racine dans des histoires ordinaires. À Kaya, une ouvrière montre fièrement la première étiquette fabriquée au Burkina Faso, cousue sur un vêtement destiné à Paris. À Niamey, un jeune technicien apprend à calibrer des capteurs solaires conçus localement. Ces gestes, minuscules dans leur apparence, traduisent un basculement culturel. Pour la première fois, produire n'est plus un rêve importé, mais un réflexe national. Dans les marchés, le discours change. Les conversations ne tournent plus autour de l'aide internationale, mais des délais de livraison, des prix du fret et de la maintenance des machines. La fierté n'est pas euphorique, elle est méthodique, comme si un continent longtemps sommé d'attendre avait enfin trouvé son rythme. Ibrahim Traoré l'a dit lors d'un passage à la télévision régionale. « Oh, ce siècle ne sera pas celui de la charité, mais celui de la compétence. » La phrase, reprise sur les réseaux, a trouvé écho chez les jeunes ingénieurs comme chez les commerçants. Elle résume un état d'esprit, celui d'un continent qui préfère désormais apprendre que quémander. Pour le spectateur, cette transformation n'est pas lointaine. Chaque téléphone, chaque textile, chaque barre d'or raffinée contient un fragment de cette mutation. Ce que l'Afrique construit aujourd'hui redessine déjà le prix, la provenance et la conscience des objets du quotidien. Si la souveraineté économique paraît abstraite, il suffit de regarder ces visages concentrés, ces mains couvertes de poussière dorée. C'est là que se fabrique la dignité, lentement mais irréversiblement. Pour transformer l'élan en structure, il faut un plan, précis, mesurable, transmissible. Pour commencer, il faut industrialiser la formation. Les universités du Sahel doivent intégrer les filières logistiques, énergétiques et numériques au cœur de leur programme.
Ibrahim Traoré l'a déjà initié. Un réseau de centres techniques, financés conjointement par l'État et les entreprises du corridor, accueillera 10 000 apprentis d'ici 2027. Cette réussite sera mesurée par taux d'emploi 6 mois après diplôme. Ensuite, il faut uniformiser les règles. Les pays de l'Alliance AES préparent un code douanier commun et des standards environnementaux partagés. L'objectif est de réduire de 25% le temps moyen de transit des marchandises avant 2028. La souveraineté passe aussi par la simplicité administrative. Troisièmement, il est nécessaire de sécuriser les infrastructures. La hausse des cyberattaques, plus 40%, a montré la vulnérabilité du progrès. Un consortium régional de cybersécurité est en préparation. Il mutualisera les données portuaires et formera des équipes locales de réponse rapide. On évaluera le succès par nombre d'incidents neutralisés par mois. Quatrièmement, il faut rééquilibrer la redistribution. Chaque projet industriel devra réserver au moins 40% de ses bénéfices nets aux actionnaires nationaux et communautaires. Traoré. L'équité n'est pas un supplément moral, c'est une condition technique. Cette clause, inscrite dans la charte du corridor, ancre la justice dans le calcul économique. Enfin, il faut exporter ce modèle. Le bloc AES envisage déjà d'étendre ses normes vers le golfe de Guinée et la Corne de l'Afrique. Si la coopération s'y consolide, l'Afrique deviendra non plus une zone pilote, mais un standard. Une feuille de route simple mais radicale. Produire, protéger, partager, projeter. Et mesurer chaque progrès, non en slogan, mais en chiffres et en vies transformées. La transformation du Sahel, de l'Afrique tout entière, est loin d'être une question d'infrastructure seulement. Elle réside dans un moment fondamental, l'idée que chaque nation, chaque individu, peut redéfinir son avenir à partir de ce qu'il crée, et non plus de ce qu'il attend. Les ouvriers de Bobo Dioulasso ne fabriquent pas seulement des vêtements, ils tissent une identité, une souveraineté. Les ingénieurs nigériens n'installent pas seulement des panneaux solaires, ils allument des vies. Ibrahim Traoré incarne cette vision. Une économie fondée sur la dignité, l'ambition de ne plus être une simple roue dans une machine mondiale, mais une force qui crée des machines. Ces mots résonnent comme une invitation à l'action. Nous sommes les bâtisseurs d'un futur que personne ne peut nous voler. C'est dans ce futur que l'Afrique trouvera son pouvoir. Pas par des discours, mais par ce que ces gens fabriquent, vendent, transforment. Dans chaque chaîne de production, chaque collaboration, chaque porte d'usine qui s'ouvre, l'avenir se dessine. Les usines qui bordent le Sahel ne sont pas que des symboles. Elles incarnent un retour du possible. Et le monde tout entier devra s'adapter à ce changement. L'Afrique n'attend plus. Elle construit. Chaque usine, chaque formation, chaque contrat signé est un pas vers une indépendance nouvelle. Mais cette indépendance, cette transformation, ne sont pas des tâches isolées. Elles sont collectives. Vous, spectateurs, avez un rôle à jouer dans ce changement. Ce n'est pas seulement l'histoire des travailleurs du Sahel, des ingénieurs du Niger ou des commerçants de Ouagadougou. C'est l'histoire de nous tous, de la manière dont nous soutenons, comprenons et participons à cette révolution silencieuse. Si vous croyez que l'avenir de l'Afrique doit se construire par ses propres mains, que chaque objet que vous touchez aujourd'hui a été fabriqué avec dignité et ambition, alors partagez ce message. Abonnez-vous à la vision du futur, où les pays n'attendent pas, mais bâtissent, et où chaque citoyen est le gardien de son destin économique. Ibrahim Traoré nous l'a dit, l'Afrique est ouverte aux affaires, mais ne vendra plus sa souveraineté. Il est temps de rejoindre ce mouvement, de faire partie de cette histoire. Alors, cliquez, partagez et soutenez ce modèle, car ensemble, nous sommes les bâtisseurs du futur.